Troisième temps de notre série consacrée à l'histoire des parfums et des odeurs. Aujourd'hui, le métier de parfumeur entre 18e siècle et 20e siècle. Après nous être promenés hier dans l'exposition Parfums de Chine, une émission que vous pouvez bien entendu réécouter sur le site de France Culture, nous allons évoquer ce matin l'histoire des parfumeurs. Comment s'est créé ce métier spécifique au cours du 19e siècle? Quels ont été les acteurs du passage au stade industriel de la parfumerie? Quel rôle ont joué les expositions universelles, par exemple, dans la promotion de cette même parfumerie? Et comment les nations européennes se sont-elles combattues pour gagner cette bataille des parfums? C'est ce que nous allons voir dans cette émission qui sera co-animée par Séverine Niattard, et grâce à des textes qui seront lus par Elsa Dupuis, nous avancerons entre 18e et 20e siècle, donc avec nos deux invités, avec Eugénie Briot, elle est responsable des programmes de l'école de parfumerie Givaudan, et elle est l'auteur de La Fabrique des parfums, naissance d'une industrie de luxe chez Vendémiaire. Et nous aurons aussi au téléphone avec nous Rosine Lereux, elle est archiviste paléographe, et elle vient de publier, c'était chez Champvallon, je crois que c'est l'année dernière, une histoire des parfumeurs, France 1850-1910. Le parfumeur, perdu dans ses combinaisons, méditait en allant le long de la rue Saint-Honoré sur son duel avec l'huile de Macassar. Il raisonnait ses étiquettes, la forme de ses bouteilles, calculait la contexture du bouchon, la couleur des affiches. Et l'on dit qu'il n'y a pas de poésie dans le commerce. Newton ne fit pas plus de calculs pour son célèbre binôme que Birotteau n'en faisait pour l'essence comagène. Car l'huile redevint essence. Il allait d'une expression à l'autre sans en connaître la valeur. Toutes les combinaisons se pressaient dans sa tête, et il prenait cette activité dans le vide pour la substantielle action du talent. Et nous commençons donc cette émission d'archives par un texte lu par Elsa Dupuis, tiré de César Birotteau d'Honoré de Balzac, un texte de 1837 qui peint en fiction justement le portrait d'un parfumeur, César Birotteau. Bonjour Séverine Niattard. Bonjour. Bonjour à vous Eugénie Briot. Bonjour. Et bonjour à vous Rosine Lereux, vous êtes avec nous au téléphone. Bonjour. Alors, ce personnage de Birotteau, vous en parlez l'une et l'autre dans vos deux livres, donc Rosine Lereux et l'histoire des parfumeurs chez Champvallon, et vous, Eugénie Briot, La Fabrique des parfums, parce que tout compte fait, c'est peut-être la vertu d'un texte de fiction que de nous introduire justement à un nouveau métier qui naît entre la fin du XVIIIe et le milieu du XIXe siècle, en l'occurrence Eugénie Briot. Oui, exactement, et en particulier sous la plume de Balzac, qui se fait un devoir de rendre au plus près la réalité du métier de parfumeur à l'époque. En réalité, le parfumeur qu'il décrit est un parfumeur vraiment des années 1820 plutôt que de la fin des années 1830. Mais Quelle est la différence ? Comment peut-on se dire, tiens, celui-ci? L'action du coup se déroule vraiment plutôt dans les années 1820, mais on voit déjà chez lui poindre tous les ressorts qu'on appellerait aujourd'hui marketing, qui se mettent en place et qui font évoluer tout au long du siècle la profession de parfumeur vers quelque chose de nouveau. Le parfumeur du début du 19e siècle, c'est un homme orchestre. Il doit aussi bien s'occuper de l'approvisionnement en matière premières, que ce soit celles qui entrent dans la composition des parfums, mais même des bases même de ces parfums. Ici, on voit qu'il parle de son huile comagène, de son essence comagène selon les termes qu'il emploie. Cette essence, il va essayer de se procurer l'huile de noisette qui permet de la fabriquer, etc. Donc son travail de parfumeur est un travail de commerçant, et ça va vraiment de l'approvisionnement en matières premières, quelle qu'elle soit, jusqu'à imaginer le produit tel qu'il va être lancé sur le marché. Donc c'est une palette très vaste d'activités. Et le milieu social, alors peut-être Rosine Lereux, parce que vous avez étudié plusieurs de ces parfumeurs de la première génération. Il vient d'où ce premier parfumeur? Il peut être issu d'un milieu assez modeste, être apprenti et apprendre le métier sur le tas à Paris, j'ai cru comprendre, ou par exemple comme Guerlain, issu d'un milieu par exemple beaucoup plus aisé, et partir faire des études de chimiste en Angleterre.
Oui, c'est ça. Alors, Guerlain est un peu particulier parce qu'il se positionne très rapidement sur le luxe et il met en exergue effectivement ses capacités à faire des compositions chimiques originales et il draine tout de suite une clientèle très chic. Mais les autres, en fait, sont plutôt des gens qui peuvent être effectivement d'origine modeste et qui font un apprentissage très long, exactement comme César Birotteau, qui du reste a été inspiré par Pivert, qui était un voisin de Balzac, en fait, et pour qui Balzac a d'ailleurs édité des prospectus et fait des choses. Et également Lubin, la famille Lubin. Mais Lubin, par exemple, c'était une famille c'était un vétéran de l'Empire, le père Lubin, et son fils entre en parfumerie, voilà. Donc il y a différents milieux, effectivement, du plus modeste au plus, disons, un peu plus aisé. Les Guerlain n'étaient pas forcément non plus extrêmement riches au départ. Oui, et cela veut dire qu'il y a plusieurs générations de types de parfumeurs. Vous avez cité des noms, Pivert, Gelée, on peut rajouter Pinault, Guerlain. Donc, qui sont ces générations du premier 19e siècle, en l'occurrence Rosine Lheureux, qui se distinguent de ceux qui vont arriver un peu plus tard, au milieu du siècle et plutôt dans les années 1860. Qu'est-ce qui les distingue au bout du compte de ce qui arrivera donc à partir de la moitié du 19e siècle? On a l'impression que durant la deuxième moitié du 19e siècle, les parfumeurs saisissent de plus en plus d'opportunités de faire fortune très vite. La fortune arrive aussi pour la première génération, mais elle est peut-être plus classique, disons, plus lente à construire. Et quand j'évoque les maisons Pinault, par exemple, il y a aussi Aubizan, etc. Il y a certaines maisons, en fait, ont traversé la Révolution française. Donc, les nouveaux parfumeurs, disons, ils arrivent vers les années, effectivement, 1830, et de manière plus opportuniste, on va dire, vers 1860, puisque en 1860, certaines familles prennent des affaires relativement modestes et les font fructifier extrêmement vite. Et des familles qui arrivent parfois de très loin de la parfumerie, pour le coup, qui n'ont pas d'apprentissage préalable. Par exemple, la famille Millot, il s'agit d'un couple dont le monsieur est comptable, en fait, et ils reprennent une affaire qui marche bien. Roger Gallet en est un exemple parfait, puisqu'en 1860, il rachète en fait une fabrique d'eau de Cologne, la fameuse eau de Cologne Jean-Marie Farina. Et en fait, l'un est banquier et l'autre est négociant. Ce sont des bourgeois de province qui ont une certaine aisance, les Roger et les Gallet. Ouais, donc on finit par investir Eugénie Briot parce que cela rapporte d'une certaine façon et pas simplement parce qu'on est né dans ce milieu ou qu'on a grandi dans ce milieu comme c'était le cas auparavant, Eugénie Briot. Exactement. Et si ça devient possible à ce moment-là de l'histoire du 19e siècle, c'est parce que le marché est beaucoup plus dynamique et qu'il s'est développé, parce que le monde a changé autour, que les injonctions autour de l'hygiène sont différentes et que la consommation s'est énormément étendue. Oui, évidemment, il y a aussi des inventions nombreuses qui permettent justement à de nouveaux parfumeurs de voir le jour. Un extrait de la revue Le Bon Ton en mars 1841. Entrez avec moi dans le laboratoire de Guerlain et regardez autour de vous. Ici, l'oléine émulsive, la lotion de Gowland pour rafraîchir, adoucir et rendre l'éclat à la peau, la conserve de mai, le cold cream, la crème de limaçon, de concombre pour faire disparaître les rougeurs et toutes les inflammations de la peau, les éruptions de sang, les efflorescences, etc. Puis voici des eaux balsamiques qui joignent un suave parfum à leur hygiénique influence. Voilà des pommades préservatrices pour votre chevelure, pour vos dents, des élixirs, des opiats conservateurs. Voilà enfin des préparations de toutes sortes qui chacune ont une propriété particulière, qui chacune répondent à un besoin et viendront réparer tout dommage causé par l'âpreté de l'hiver ou la multiplicité des veilles et des plaisirs. 1000 fois soit béni Guerlain et sa divine science. Voilà un texte de 1841. Qu'est-ce qui sépare ce dont on parle là de la pharmacie, par exemple, Eugénie Briot? Est-ce que c'est si différent ou est-ce que ça va se séparer plus tard, ces métiers? Alors le parfumeur du 19e siècle est l'héritier
des corporations d'Ancien Régime. Et parmi ces corporations d'Ancien Régime, plusieurs vendaient des produits qui peuvent être assimilés à des produits parfumés. Les pharmaciens, les apothicaires en faisaient partie. Donc finalement, il y a quand même une certaine porosité en termes d'assortiment entre le parfumeur, l'apothicaire, le barbier parfois. On peut trouver quelques accessoires de beauté comme des peignes, des brosses chez certains parfumeurs. L'assortiment lui-même n'est pas complètement constitué autour des seuls produits parfumés, que ce soit les eaux de toilette ou les cosmétiques. Les cosmétiques sont très présents dans la description qui vient d'être faite du laboratoire Guerlain. Et Guerlain est présenté comme un scientifique plutôt que comme un commerçant. César Birotteau était un commerçant. Là, c'est vraiment ses compétences cosmétiques qui sont mises en avant. Et ce centrage de l'assortiment sur le cosmétique permet aussi de le légitimer dans une société où finalement le parfum en tant que tel peut encore être associé à un produit nimbé d'une aura un peu sulfureuse. Et finalement, avoir recours à un produit d'hygiène parfumé, c'est une caution morale qu'on donne à ce produit. On va l'utiliser surtout pour être propre, pour satisfaire aux critères et aux normes de l'hygiène de l'époque, et pas pour sentir et séduire de façon très sensible son entourage. Et cependant, ça devient quand même un signe de distinction sociale. Il y a l'odeur des bourgeois et l'odeur de la classe ouvrière, par exemple, clairement, au XIXe siècle. Exactement. La propreté, l'hygiène sont des critères de distinction sociale. Et le savon, c'est un petit peu... au XIXe siècle, l'instrument civilisateur qui va hisser le bourgeois au-dessus du peuple parce qu'il répond à des critères